et ça permet également de moins user les pneus, d'être plus facile sur la moto. L'anecdote, c'est qu'en 2000, quand on a fait tout le programme de développement de la R7 pour arriver à cette fameuse victoire, nous avions travaillé pendant tout l'hiver sur cette histoire d'antipatinage, et je peux vous garantir que la première fois que vous roulez avec sous la pluie, on se demande qu'est-ce qui se passe, parce que, pas dire que ça nous faut encore une chute malheureusement. Vraiment, on est dans des endroits où il faut faire très attention sur la remise de gaz. C'est David Henriquez là, qui s'est fait surprendre sur la numéro 38 du TMS Racing. C'est dommage, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un confort de pilotage, hein, quand on a un système d'antipatinage, quand on a des conditions comme ça. Et Julien Dacosta qui va prendre à son tour un tour à la Kawasaki du team Bolliger. Vous voyez le classement qui défile en haut de votre écran, donc avec la Suzuki numéro 1 toujours en tête du classement devant la Kawasaki numéro 11. Troisième place pour la BMW numéro 99. Quatrième toujours et première Stock Sport, la Kawasaki numéro 33 de Loris Baz. Et à la cinquième place, c'est Honda officiel TT Legend. Mais c'est quand même un circuit où il y a pas trop de grippe sous la pluie, parce qu'il y a quand même des gros écarts, hein, entre le slick et pluie. Ici, là, sur Manicourt, c'est vrai qu'on se retrouve avec un circuit qui avait une mauvaise réputation au départ, hein, avec beaucoup de chutes. Autant au Mans, on arrive à avoir peu d'écart entre le sec et la pluie. Ici, il y a toujours, on va pas dire 20 secondes, mais souvent, quoi. Donc, tu les avais là-dedans, hein, quand même, hein, sous la pluie. Et là, on regarde Julien Dacosta, c'est fluide, il prend vraiment, il est coulé et tout. Il n'y a pas du tout on va pas dire qu'il attaque pas, mais il fait pas de sureffort, il est appliqué. Il fait ce qu'il faut pour que ça soit fluide et efficace, et un pilote aussi, hein, comme Vincent Philippe, extrêmement expérimenté. Sur le dernier tour, il a été 2 secondes 1 plus vite que Vincent Philippe, donc il est en train de revenir très fort là, Julien Dacosta, et on pourrait assister à un changement de leader dans les prochains tours. C'est ce qu'on avait pressenti, hein, avec cette remontée de Dacosta. Là, il est à 4 secondes maintenant. 2 secondes. 2 secondes 1. 2 secondes 1 au dernier passage. Donc voilà, intense tour, il devrait aller chercher la Suzuki. Mais il le voit, hein, il est en point de mire maintenant. Et Julien Dacosta qui aperçoit devant lui la Suzuki numéro 1 au moment d'entamer le freinage de l'épingle d'Adélaïde. Voilà, il est revenu, hein. Vous avez vu là, comment la prudence, hein, de Vincent Philippe qui a mis un petit coup d'œil là quand il a vu le pilote, si jamais il y avait une petite erreur, avant de balancer. Quand on regarde, accrocher, c'est ça aussi l'endurance. Est-ce que tu as vu quand on regarde les accélérations justement à Adélaïde, quand Julien Dacosta accélère avec la Kawasaki, pardon, on a une moto qui ne bouge pas du tout. On a l'impression que les pneumatiques sont beaucoup plus résistants. Allez, ça y est, les deux pilotes, hein, les deux leaders maintenant roue dans roue. Julien Dacosta qui ne devrait plus tarder à s'emparer de la tête de course, et on se prépare au premier ravitaillement. Et Julien Dacosta qui continue après 55 minutes de course, il est toujours dans son premier relais. Qui évolue vraiment rapidement. La Kawasaki numéro 11 du team SRC de Gilles Staffler. C'est Julien Dacosta qui est au guidon, toujours dans son premier relais. Julien Dacosta qui mène avec maintenant une trentaine de secondes d'avance sur la Suzuki numéro 1. La Suzuki numéro 1 qui s'est arrêtée pour son premier ravitaillement, tout comme la BMW numéro 99. Oui, et Dacosta qui va aller au bout, hein, de son relais prévu, alors que les autres ont changé, et en changeant, ils sont quand même nettement plus rapides en ayant mis des pneumatiques plus adaptées. Allez, on se prépare chez Kawasaki. Il y a du soleil, hein. Ça veut dire que là, la piste va vraiment devenir sèche. On aperçoit derrière cette Kawasaki numéro 11 la machine numéro 333. Et dans cette équipe, il y a un certain Christian Saron qui coach les pilotes. Christian, on a pu voir rouler au Paul Ricard, hein, la semaine dernière, en moto. C'était incroyable la vista qu'il a toujours, Christian, et la passion. Il a roulé avec la 500 Grand Prix de 86, la 750 de 78, avec un style incroyable, toujours aussi motivé. Non, c'est un type extraordinaire. Christian Saron, vainqueur au Bol d'Or avec son frère Dominique Saron. C'était la 7e victoire de Dominique Saron au Bol d'Or. C'était en 1994. Ligne
droite des stands, ces courbes là, rapides, ça c'est du pilotage moto. C'est là où il faut quand même avoir un petit peu le gros cœur, rentrer, accélérer, etc. Bien se passer. Les chicanes, c'est très chiant. Oui. Voilà, il faut le dire. C'est clair. Et ça fait mal aux épaules. Après un petit peu plus d'une heure et 15 minutes de course, c'est la Suzuki du CERT qui est toujours devant avec plus de 30 secondes d'avance sur la Kawasaki numéro 11. Alors toi qui as fait le bol d'or, Jean-Marc, sur ce circuit, c'est quand même plus éprouvant que... Il n'y avait aucune Paul Ricard, non? Complètement. Paul Ricard, c'est ce que je disais ce matin à Au même moment, le plus physique, c'est ici, non? C'est le Manicourt le plus physique parce qu'on n'a pas un endroit où on arrive à se reposer. On peut pas arriver, ne serait-ce que dans la grande cour derrière, c'est avec le virage de golf. On n'a pas un endroit où on peut, comme au Castellet, avec la ligne droite du Mistral, on était 30 secondes, ouais, où on pouvait vraiment respirer. Après, on passait devant les stands, pareil, on pouvait s'oxygéner. Là, on n'a pas le temps. On est constamment sur les freins. Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, les chicanes sont très éprouvantes pour les épaules. Alors, à la fin, on avait une préparation physique qui était spécifique Manicourt avec beaucoup de travail au niveau des jambes pour arriver à justement avoir moins d'appui sur les épaules et travailler plus avec les cuisses, ce que tu qui est du réservoir. Mais c'est surtout que là, on est sur une course où à chaque relais, il faut attaquer pour essayer de garder sa place. Donc ça t'oblige à prendre certaines habitudes. Mais je pense qu'il faut aussi faire confiance aux jeunes pilotes, les former, mais faire confiance, c'est pas forcément toujours le cas. Parce qu'on voit quand même dans cette catégorie, il y a des pilotes qui sont là. Hein. On voit Christian Aquin, hein, ça fait longtemps qu'il est là. Alors il a sa place. 49 ans, Christian Aquin. Ok, mais bon, c'est quand même beaucoup. Et puis justement, on parlait on parlait d'Hervé Moineau tout à l'heure, mais lui courait à l'époque dans les années 60, fin des années 70 sur des 2 temps, et il avait envoyé sa candidature pour rouler sur une Triumph. Il m'a raconté ça, je trouve ça extra, parce que le team manager de la Triumph privée lui a dit non, je vous refuse parce que vous êtes pilote de 2 temps et j'ai peur que vous fassiez du mal à ma moto. Et l'année d'après, ou 2 ans après, il était champion du monde avec Honda sur des 4 temps. Vous voyez, le type qui a refusé Hervé Moineau dans son équipe d'endurance parce qu'il était trop jeune, parce qu'il était expérimenté, peut-être qu'à un moment donné il a dû s'en mordre les doigts. Il y a de jeunes pilotes qui ont débuté par l'endurance avant de faire de la vitesse. Je pense notamment à Michel Rougerie qui a remporté le bol d'or à 19 ans en 1969 alors là, avant d'avoir une carrière en vitesse. C'était particulier parce que c'était le premier bol d'or de la réouverture du bol d'or après une interruption. C'était une Honda d'usine qui était arrivée, et puis avec des pilotes anglais. Et au dernier moment, c'était un bol d'or qui était national. Donc, il a fallu trouver des pilotes nationaux. Ils ont mis Ulrich et Michel Rougerie qui ont gagné. Voilà. Et puis, Michel Rougerie a fait une carrière extraordinaire. Moi, c'était mon idole, Michel Rougerie. Je l'adorais. C'était quelqu'un de fantastique. Et puis après, en 70, ça a été le premier bol d'or comme on connaît ici. C'était à Montlhéry avec les Triumph qui avaient gagné. Et c'était un bol d'or international de nouveau. Et puis 71, c'est passé au Mans. Voilà. Triumph qui est d'ailleurs le dernier constructeur européen à avoir remporté le bol d'or. Voilà la Trident avec Percy Tête et Ray Pickrell qui avait gagné en 71 sur une superbe moto. C'était la boîte aux lettres, vous savez, les machines qui gagnaient à Daytona, là, des très très belles motos d'endurance, des 750. Et c'est vrai que c'était le champ du signe de la moto anglaise à l'époque, parce que maintenant là, ça va beaucoup mieux, mais c'était compliqué, une machine qui marchait très bien. D'ailleurs, j'en ai racheté une réplique. C'est vrai. Ouais, c'est extra, un bruit d'enfer. Moi, je suis un fan des vieilles Triumph. Et là, on parle de jeunes pilotes, mais combien sont passés par la 72 avec l'équipage de Damien Saulnier, qui fait exactement le même travail, qui prend Julien Dacosta. Anthony Delal également est passé, qui est maintenant sur regardez la machine. Regardez le trafic, là, vous avez vu, on a vu la 94, là, au milieu d'une meute de motos. C'est aussi la difficulté, là, la réaccélération juste après l'épingle d'Adélaïde. Là, il faut s'en sortir. Jean-Marc, c'est pas évident non plus, il n'y a pas beaucoup de différence de moteur.